merci de nous rejoindre sur cette scène pour un mot de bienvenue. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Assalamu alaikum. Moi, je pense que je vais m'asseoir, je n'ai plus les jambes. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Je m'appelle Abdoulaye Falilouba. Je suis le président du mouvement Agir contre les mutilations génitales féminines en Mauritanie. Nous avons le droit des enfants, nous avons la mutilation génitale féminine, nous avons aussi les violences faites aux femmes. Donc nous avons pour chaque panéliste un profil spécifique qui sont des gens capables de pouvoir nous édifier par rapport à ces différentes problématiques. Je suis très heureux de recevoir ici Diana Bonjom, que je remercie assez, qui m'a beaucoup soutenu dans ce projet, qui m'a donné d'ailleurs beaucoup d'armes pour pouvoir recevoir beaucoup de gens ici. Elle m'a toujours accompagné, appuyé en tant que sœur, en tant que chérie, en tant que aussi coordinatrice de l'initiative pour la santé de la reproduction. Alors bonjour à tous, merci d'être présents pour parler de ces thématiques qui sont des problèmes qui sont très présents dans le monde entier, mais surtout... celui-là il marchait bien. Oui, mais surtout en Afrique. Et en Afrique de l'Ouest, nous travaillons avec ma directrice Fatou Bintou Diop pour développer les programmes de GMC et faire en sorte de mettre fin aux mutilations génitales féminines d'ici à 2030. GMC est une organisation qui a été créée en 2014 à Londres. C'est un consortium innovant qui travaille dans plus de 14 pays en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et en Afrique centrale depuis 2014. Nous avons lancé notre première caravane Born Perfect, elles naissent parfaites, en Guinée-Bissau au mois de mai 2024. Et nous avons déjà pu être témoins de beaucoup de progrès et de personnes qui ont fait le vœu d'abandonner les pratiques des MGF en Guinée-Bissau. Nous avons aussi un travail que nous faisons en Kenya, au Tanzanie et au Sénégal. Et nous espérons continuer ces œuvres-là en Mauritanie, où malheureusement, oui, il y a un taux de prévalence de 63% d'MGF chez les jeunes filles. Et dans certaines régions, c'est jusqu'à 90% des jeunes filles qui sont mutilées. Et donc, nous voulons mettre fin à cela. En partenariat avec la Banque mondiale, nous organisons demain le lancement de la caravane Born Perfect, mais aussi nous organisons une formation sur un manuel juridique établi pour donner des outils aux acteurs divers de la société mauritanienne sur les MGF. Merci beaucoup. Merci Madame, où nous allons aborder les droits des enfants, la pratique des MGF et les violences faites aux femmes. Alors, pour commencer, nous allons donner la parole à Monsieur Mohamed Ould Suleiman du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Alors, vous allez nous parler de la protection de l'enfant. Alors, si vous me permettez, je vais allumer mon chronomètre et c'est à vous. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous aider. Bonsoir à tous. Donc, on va aborder la thématique de la protection. On doit savoir de quoi on parle et avoir de bonnes idées sur les principes phares de la protection de l'enfance. L'enfance, c'est une coordination entre tous les acteurs de protection de l'enfance afin d'apporter des réponses tout d'abord aux enfants qui sont victimes
VEDAN, violence, abus, négligence, discrimination, négligence, c'est ça. Donc, ce système a été créé en 2010, je dirais, et il a pu faire un bon chemin, parce qu'au départ, c'était juste 6 wilayas de la Mauritanie qui étaient concernés, mais au jour d'aujourd'hui, les 15 wilayas disposent chacune d'un système de protection de l'enfance, d'une table régionale de l'enfance. Non, je reviendrai pour dire que le système de protection de l'enfance se scinde en trois strates, c'est-à-dire la table régionale de protection de l'enfance, le système départemental de l'enfant et les conseils communaux des enfants. Chacune de ces tables est présidée par une autorité administrative ou communale qui a une grande aura dans la région ou la commune dans laquelle elle se... pour pouvoir accompagner les acteurs de protection afin d'apporter des solutions pour les enfants qui sont victimes de violences, d'abus ou de discrimination ou de négligence. Donc, en 2002, je ne vais pas partir, je ne vais pas dépasser sans dire que l'arsenal juridique mauritanien sur la protection de l'enfance est un arsenal très riche. Tout d'abord parce qu'on a déjà une stratégie nationale de protection de l'enfance qui va de l'horizon 2020 à 2025. Et on a aussi un code général de protection qui regroupe tous les textes, qui fait, disons, la jonction, ou bien qui est une vision holistique de tout ce qui est protection de l'enfance. C'est-à-dire que ce code vient avec des articles qui donnent la définition, tout d'abord, des victimes, des concernés par la protection, les manières de les placer, leur jugement ou le jugement qui est, c'est-à-dire la justice pour enfants, et les institutions de placement de ces enfants. Donc cet arsenal juridique qui est en place est mis ici pour protéger les enfants. Parce qu'on sait déjà que depuis 1991, j'ai dit, la Mauritanie a ratifié la Convention internationale de l'enfance. Et depuis 2005 aussi, elle a ratifié ce qu'on appelle la Convention africaine pour les droits et le bien-être des enfants. C'est ça. Depuis 2005, déjà, on a ratifié cette convention. Et donc, ceci dit qu'on veut vraiment accompagner les enfants là où ils peuvent être et surtout les protéger. Donc, je disais tantôt qu'on a créé ce système de coordination pour la protection de l'enfance. Et ce système vient apporter des réponses, vient faire tout d'abord l'identification des enfants victimes et leur apporter la réponse adéquate par la simulation, par la contribution des différents acteurs qui peuvent être. Et je donne un exemple. Si on a par exemple un enfant qui est, disons, un enfant migrant, on va prendre un exemple de migration. Cet enfant-là, s'il est identifié déjà, ce n'est pas sûr qu'un seul acteur peut lui apporter la réponse. Donc la réponse doit être, disons, une certaine évolution de prise en charge d'une organisation à une autre. C'est-à-dire celle qu'il a l'organisation qu'il a identifiée, elle ne peut pas, ce n'est pas elle seule qui va apporter cette réponse. On va partir jusqu'au CEPIS pour pouvoir lui avoir un hébergement, par exemple. CEPIS, c'est le Centre de protection et d'intégration sociale des enfants.
qui est une institution étatique, mais aussi il y a l'OIM qui peut par exemple contribuer à son retour au sein de son pays d'origine. Voilà, ça c'était un tas d'exemples. Je reviendrai pour dire que... Il vous reste 10 minutes, 10 secondes plutôt. 10 secondes, malheureusement. Donc le système de protection de l'enfance s'articule autour d'un conseil national de l'enfance, le système national de protection de l'enfance qui est constitué de tables régionales, de tables départementales et de conseils communaux pour l'enfance. Et donc, enfin, il y a aussi la société civile qui apporte tout son grain de sel pour protéger ses enfants. Merci Mohamedou Souleymane. Merci. Merci M. Souleymane d'avoir vraiment édifié en ce qui concerne la protection de l'enfant et le concept aussi de l'enfant. Moi je m'appelle Moussa Djibou de l'association mauritanienne de droits de l'homme. Je suis le premier vice-président de l'association mauritanienne de droits de l'homme, responsable aussi au niveau communal de Bababé et de Bogué. Je suis le facilitateur communal dans le programme du système de protection de l'enfant, le SPC. Je crois que M. Souleymane nous a beaucoup parlé de SPC. SPC, c'est le système de protection communal. Comme il vous a bien dit, ça s'articule en 3 étapes. Au niveau communal, ce qu'on appelle le département, et au niveau régional et au niveau national, sous le tutelle du Premier ministre. Donc il faut prendre ça en considération. Et par rapport à ce fléau et aux problèmes de protection, aux problèmes de violence faites aux femmes et aux enfants, je crois que ça nous interpelle, nous tous. Tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce qui a été fait, je crois que ça a été fait depuis des millénaires. Il faut se rappeler que tout ce qui est loi, tout ce qui est convention sur les droits humains relève de nos religions, que ce soit la religion musulmane, que ce soit la religion chrétienne. Donc, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et il reste à nous, en tant que population, en tant qu'acteurs, en tant que maires, nous sommes tous responsables. Le Coran nous le dit que nous sommes responsables. Donc voilà, ce problème nous incombe tous. Et je crois que l'État aussi a joué son rôle par rapport à cette protection. Donc nous avons, depuis 2011 d'ailleurs, il y a eu des lois qui ont été promulguées. Normalement, la loi 2011-054 du 19 juillet portant l'obligation de l'escolarisation des enfants de 6 à 14 ans. Vous voyez, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous avons aussi la loi 2003 du 025 du 17 juillet 2003 portant sur la répression et la traite des enfants. Et nous avons aussi l'ordonnance 85 du 009 du 6 février 1985 portant sur le code de l'état civil. Donc qui nous oblige vraiment à inscrire nos enfants à l'état civil. Donc l'inscription, cette inscription, je crois, commence par dès le début du mariage, déjà. S'il n'y a pas un acte de mariage, il n'y aura pas la suite. L'enfant ne sera pas enregistré. Donc, comme l'a dit M. Souleymane, l'enfant, donc, c'est de 0 à 18 ans, à moins de 18 ans. Donc, avant la naissance, déjà, nous protégeons l'enfant. Avant qu'il ne soit né, il est déjà protégé. Il est protégé par cet acte civil qui est très important, que les gens aussi, aujourd'hui, négligent. Nous avons l'ordonnance 2005-015 portant la protection pénale de l'enfant. C'est tout un arsenal juridique. Un arsenal juridique complet. Et d'ailleurs, le programme du SPC s'appuie sur cette loi et sur cette ordonnance pour mettre un paquet de services pour les enfants qui sont victimes de violences de Véran. Par rapport à ceci,
ce qui est de nouveau et ce qui est quelque chose de très important, ce sont les organisations communautaires de base qu'on doit s'appuyer, qui doivent notamment la mise en place des clubs d'enfants et ces clubs éducatifs et ces clubs qui sensibilisent. D'où la notion de participation. Si l'enfant ne participe pas à sa prise de décision, elle ne va jamais s'épanouir. Elle ne sera pas ce qu'on appelle la protection. Et d'ailleurs, moi, j'avais choisi le thème autoprotection. Protection et autoprotection. Donc, les enfants eux-mêmes, il faut qu'ils participent à leur protection. Comment participer à la protection? C'est en s'organisant. L'enfant ne doit jamais aller seul. Quand ils forment des clubs d'enfants, ils font des jeux, et ces jeux, ce sont des jeux éducatifs dans le cadre de la protection de l'enfant. Comment protéger l'enfant, comment vous protégez, et voilà, là, ils vont... et leurs droits. Alors, ils connaissent leurs droits, mais leurs droits, il faut qu'ils les apprennent. Donc, nous avons un autre problème qui est un problème qui est très important, parce qu'au niveau des écoles, il faut que les droits des enfants soient appris. Je crois que jusqu'à présent, je n'ai pas vu un module dans les écoles, là où on apprend les droits des enfants. C'est vrai, on parle de la religion, au niveau de la religion, il y a aussi les droits des enfants, mais là aussi, c'est quelque chose de très important, parce que le programme SPC aussi parle de cela. Donc, les organisations communautaires de base, et nous, au niveau de Bababé et de Bogué, on a pu mettre en place un parlement des enfants, le conseil communal des enfants, qui sont venus, même qui se sont déplacés jusqu'ici, à Nouakchott, pour faire un plaidoyer sur leur cause par rapport à leurs problèmes. Les écoles qui, comme vous le savez, les écoles qui sont pléthoriques, les écoles, au niveau des écoles où il n'y a pas de sécurité, ils sont venus jusqu'ici et ils ont plaidoyé. Donc là, c'est suite à une formation. Donc moi, j'interpelle tout le monde à mettre le paquet, à travailler ensemble, en synergie. Comme nous avons des acteurs clés dans le cadre du programme spécifique, il y a ce qu'on appelle des interacteurs. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a la santé, il y a les organisations communautaires de base, il y a les chefs religieux. Tout le monde se réunit autour du problème d'un enfant. Et il y a aussi des avocats qu'on a mis en place avec le programme du système communautaire. Donc, 15 secondes. Je termine. Donc, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Digo de l'ANDH. Ce que nous pouvons retenir de votre intervention, c'est que la responsabilité, elle est partagée. Bonsoir à tout le monde et merci encore pour l'invitation. Alors, avant de commencer, je tiens à souligner que c'est toujours difficile de parler devant son professeur. Et Sosamba, que vous voyez ici, fut mon professeur durant 3 années plus. Et je suis toujours et encore sous ses ailes. Donc, c'est difficile et j'espère que vous ne me tenez pas que d'autres choses que j'allais dire, je vais dire ici. Et je tiens à le décider. Merci et voilà. Je parle encore sous son contrôle sur plein de choses parce qu'on va parler de MGF et lui, il a énormément travaillé sur le plan scientifique par rapport à cela. Mais je pense qu'aujourd'hui, spécialement, je pense que mon intervention sera axée sur les droits des femmes, comme vous le savez. La thématique de manière générale est très globale. Hein. On parle de MGF, on parle des droits de l'enfance, on parle aussi des droits des femmes. En tout cas, des violences faites aux femmes, c'est beaucoup de choses, mais je vais essayer de peut-être se faire sur, en tout cas, les violences faites aux femmes. C'est ce qu'on m'a un peu notifié à faire. Et j'espère que tout ce que je viens de dire ne fait pas partie de mes 7 minutes. Alors, il faut savoir que en Mauritanie, quand on parle des violences faites aux femmes, c'est souvent un sujet qu'on peut dire générique qui revient tout le temps. Mais aussi, sur le plan sociologique, si on veut y aller, il faut revenir à la base. Parce que quand on sait que ce qui donne naissance aux violences, ce qui donne naissance à tout ce qu'on peut aujourd'hui notifier comme étant notre système social, c'est que régi d'une manière ou d'une autre à notre système social. Donc c'est notre système social aujourd'hui qui, d'une manière ou d'une autre, crée des déséquilibres en fait, qui font qu'il y a des personnes qui sont privilégiées dans la société, d'autres moins privilégiées, et on construit social aussi qui fait que
selon que vous soyez de tel sexe ou tel sexe, il y a des choses qui sont entendues par rapport à vous, il y a un charge de travail qui est attendu avec vous, et surtout, et encore je dis, c'est le construit social qui détermine un peu tout. Donc on a une structuration sociale qui fait que on attend des femmes beaucoup de choses, de la même manière bien sûr qu'on attend aussi des hommes beaucoup de choses, et des enfants, mais encore plus les femmes, dans la mesure où les femmes, on attend énormément de choses sur les femmes, et pourtant elles ne sont pas dans les sphères de décision. Et quand je dis qu'elles ne sont pas dans les sphères de décision, c'est pas que sur le plan politique, mais même sur le plan social. Et j'aime le répéter encore une fois. Allez dans nos villages, dans les Fouta et tout ce que vous voulez, les réunions de village se font entre les hommes. Les femmes ne sont pas conviées. Les femmes ne savent pas les décisions qui sont prises. Ce sont les hommes qui se réunissent, les patriarches, et qui décident ce qui va se faire pour le village. Les femmes ne sont pas conviées. Donc rien que cela, c'est une sorte de discrimination. Si vous avez 50% de la population qui ne sont pas concernés par des décisions, donc c'est déjà en soi une problématique. Donc bien sûr, si on a un système social qui privilégie un certain sexe et qui donc sont les hommes qui prennent des décisions, et bien sûr ils prennent des décisions sur toutes ces formes. Et c'est ce qui fait que, même sur le plan politique, vous allez voir, les partis politiques en Mauritanie sont dirigés à hauteur de 99,9% par des hommes. On a plus de 100 partis politiques, il n'y a qu'un seul parti qui est dirigé par des femmes. Donc le système social se reflète aussi sur le système politique. Ce qui fait que dans les sphères publiques, on entend plus la voix des hommes, on entend plus les décisions des hommes, on donne plus de place aux hommes, et d'ailleurs je pense que ce schéma est aussi un parfait dessin. On donne plus de place aux hommes et les femmes, leurs besoins ne sont pas pris en charge. Leurs priorités ne sont pas prises en charge. Et c'est institutionnalisé en plus de cela. Quand je dis institutionnalisé, c'est que de manière générale, la participation politique des femmes en Mauritanie ne dépasse pas 20%. Et d'ailleurs, on a une loi sur le quota de la participation des femmes qui dit que sur les listes électives, on doit être 20%. Et même pour cela, on n'arrive pas à respecter. Donc il y a un système social qui fait refléter le système politique. Et je ne parle pas encore du système judiciaire. Quand on parle du système judiciaire en Mauritanie, c'est quoi? On a la Mauritanie qui a ratifié le protocole de Maputo, la Mauritanie a ratifié tout ce que vous imaginez comme étant convention et protocole qui parlent des droits des femmes, mais pourtant, c'est le seul pays dans la région qui n'a pas de loi sur les violences faites aux femmes. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, vous allez devant un procureur et vous êtes victime de viol, il y a de fortes possibilités que vous soyez emprisonné. Je dis bien emprisonné une femme qui est victime de viol. Parce que tout simplement, l'arsenal juridique, il est un peu vide par rapport à cela. Donc même le procureur qui me juge, il n'a pas de texte en réalité, comme il m'a dit, qui l'aide à prendre des décisions. Donc ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est que vous n'arrivez pas, s'il n'arrive pas à prouver que vous êtes violé, donc vous risquez la prison. C'est comme ça qu'on se retrouve avec énormément de femmes en prison, que nous visitons beaucoup d'ailleurs, qui ne sont rien d'autre que des victimes de violence. Donc le système juridique, il est quasi nul, quasi vide. Et depuis 2016, nous sommes en train de faire des pieds, des mains pour avoir une loi qui va régir les violences faites aux femmes. Au début, c'était une loi de violences basées sur le genre. Les gens ont crié, non, le mot genre, c'est interdit, c'est une faute en tant que l'homosexualité, pas comme femme. Le gouvernement a fait une machine arrière, donc ils ont reproposé un autre projet de loi en 2020, intitulé projet de loi sur les violences faites aux filles et aux femmes. Et jusque là où je vous parle, cela n'a jamais été voté à l'Assemblée, il n'est même pas arrivé à l'Assemblée, parce que tout simplement le débat est faussé dès le départ, et on a des mouvements anti-voix qui ont pris un peu le dessus, et qui ont fustigé la loi, qui ont parlé de la loi de manière vraiment très malsaine, qui fait que même l'opinion n'est pas éclairée sur c'est quoi le contenu de loi, et même les députés ont peur de voter ce projet de loi, alors que ce projet de loi parle de quoi? Le projet de loi parle du viol, parle de MGF, parle de harcèlement, parle des choses que les femmes mauritaniennes vivent au quotidien. Et d'ailleurs, je ne parle pas pour parler, je vais vous donner des chiffres. Et comme ça, on sait que ce n'est pas des choses que nous, les féministes, inventons, les voilà, quoi. Pour le principe des Occidentaux aujourd'hui. En Mauritanie, est-ce que vous savez qu'on n'a que le code des statuts personnels qui régit tout ce qui est droit des femmes, disons, entre guillemets. Quand je dis droit des femmes, je parle du statut matrimonial. Et dans ce code des statuts personnels, bien vrai qu'il y a des choses positives, il faut le reconnaître, il y a des choses positives. Mais
il y a aussi des choses qui sont contre les droits des femmes. Et pourtant, c'est le code-là qui est en marche depuis 2001. La première des choses qui est contre les droits des femmes dans le code de statut personnel, c'est son article 6, qui dit que l'âge légal du mariage est à 18 ans. Mais revient dans son alinéa suivant pour dire que l'incapable est marié par son titre. Sans expliquer c'est quoi l'incapable. L'incapable, est-ce que c'est la fille de 12 ans? Est-ce que c'est la femme qui a une déficience mentale? Est-ce que donc on se retrouve avec des pères de famille qui se donnent le droit de marier des filles de 12 ans parce que tout simplement, maman le permet, en réalité. Voilà. Je finis. Puis, on a l'article 9 qui dit que dans une situation où la fille a mon père, j'ai 12 ans, mon père, je me dis oui, non, ça veut dire oui. Donc, on peut épouser une femme ou marier une petite fille sans son consentement. Tout simplement. Parce que le silence est égal à oui. Et je reviens sur les derniers chiffres que j'aimerais quand même vous partager sur le rapport annuel de l'ANCE. Quand on parle de l'ANCE, c'est juste une organisation. Il y a une seule organisation britannique qui fait la prise de données. Et cette organisation ne couvre même pas toute la Mauritanie. Du coup, elle a juste 37 ou 700 en fait qui travaillent. Et dans ce rapport annuel de 2023, je dis bien 2023, il y a 377 victimes de violences sexuelles en Mauritanie, dont les 244 cas sont en Nouakchott. Et sur les 377 victimes de violences sexuelles, les 331 sont des mineurs. Je dis bien des mineurs, c'est-à-dire des filles qui n'ont pas 18 ans. Et là, c'est cas de viol, cas de tout ce que vous voulez savoir. Et ça, c'est juste les données d'une seule association. Imaginez si on fait l'exercice de cumuler toutes les données de toutes les associations. Imaginez le nombre de femmes qui sont victimes de violences et qui n'ont jamais été égales. Imaginez le nombre de femmes qui n'ont même pas le courage de dire qu'elles sont victimes de violences. Donc ça, c'est des chiffres normalement qui doivent nous faire froid au dos et qui doivent nous interpeller et qui doivent nous inviter à l'action. Et quand je parle de cela, c'est les violences faites aux femmes, mais quand on dit que les 300 ou je ne sais pas que les 244 sont des mineurs, ça veut dire que ça interpelle aussi la protection de l'enfance. Et aujourd'hui en Mauritanie, moi j'ai envie, quand on parle de la protection de l'enfance, on revient sur le droit aussi de l'éducation. J'interpelle les deux messieurs qui sont intervenus avant moi. Parce que la première problématique en Mauritanie sur l'enfance, c'est le droit à l'éducation. Et aujourd'hui, en Mauritanie, on a des personnes qui ne peuvent pas aller à l'école juste parce qu'ils n'ont pas de papier. Il y a combien de garçons et de filles de moins de 12 ans qui n'ont pas l'état civil et qui ne peuvent pas faire les recommandations. Et excusez-moi de dire, c'est tous des noirs, c'est pas des caucasiens, c'est des noirs américains. Qui n'ont pas le papier et qui ne peuvent pas accéder à leur droit le plus sérieux, le plus fondamental qui est l'éducation. Donc je pense que si vos interventions doivent s'axer sur cela et que là, le droit de l'enfance, c'est d'abord le droit d'exister. Et le droit d'exister, c'est le droit d'avoir un papier, et le droit d'avoir un papier, puis avoir accès au système d'éducation, de santé, de tout ce qu'on veut. Et je m'arrête là, j'ai beaucoup de choses à dire, mais peut-être que, voilà, on aura la question par les chiffres. Bismillahirrahmanirrahim. Je remercie tout le monde. Je ne suis pas surpris de l'intervention de Djaïnaba. Moi, je te dis en toute honnêteté, tu as gagné en maturité, tu as gagné en autonomie intellectuelle. Si tu dis que tu parles sous mon contrôle, tout le monde sait simplement que c'est par respect. Moi, ce qui je vais être bref, parce que ça fait plus de 17 ans que je me bats contre toutes les formes de pratiques traditionnelles néfastes en Mauritanie. Moi, mon problème, c'est pourquoi nous continuons encore de faire ce genre de rencontres. Il n'y a pas une seule personne en Mauritanie, au monde, qui n'a pas appris et qui n'a pas entendu parler des dangers des mutilations génitales féminines. C'est pourquoi j'ai voulu parler de la persistance. 17 ans, je viens de faire un atelier de restitution. Je vois là-bas mon assistant et mon assistante qui maîtrisent carrément aujourd'hui la pratique de la mutilation génitale, mais les gens ne veulent pas laisser. Halama, Fiama, Tefama, Amama, Yainama, Rogam. Aujourd'hui, la question est là. Maintenant, pour moi, quand j'ai fait mon atelier, j'ai montré qu'il y a 5 points qui font qu'il y a la persistance des mutilations génitales féminines en Mauritanie. Parce que si vous prenez des mamans qui font la mutilation, ils disent que Haddad n'a pas de faire guitare. Haddad,
Comme aujourd'hui, il y a les écoles, il y a les plages, et de temps en temps, on entend qu'il y a des filles qui ont eu des enfants en dehors des liens du mariage. Les mamans disent ce qui est arrivé à l'autre fille, avant que ça ne m'arrive à mes filles, eh bien, je vais continuer à la solution ancestrale qu'on m'a toujours donnée, c'est-à-dire Hadil Demo. Le deuxième élément, c'est la non-homogénéité des discours religieux sur la fatwa qui interdit la mutilation génitale féminine en Mauritanie. Et le Mauritanie a beaucoup avec tous les imams, ils disent que c'est interdit. Le monsieur là, s'il ne va pas son imam dit que c'est interdit, pour libérer le catch. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Le troisième élément, c'est que on a vu beaucoup d'ONG qui se battent contre les violences faites aux femmes, contre les mutilations génitales féminines, alors qu'elles ne sont pas formées, elles ne sont pas outillées. Vous prenez le module de quelqu'un, vous vous en servez, vous faites une formation de longueur à journée, alors que vous-même, vous ne maîtrisez pas la problématique à 100%. L'autre élément, quand tu te bats contre les mutilations génitales féminines, il faut savoir aussi qu'il y a des forces, des gens comme toi qui se battent pour qu'il y ait la persistance. Donc il y a ce facteur blocage au niveau simplement de résistance culturelle et Diana va soulever un problème de fond. C'est la question du patriarcat. S'il y a des questions là-dessus, je vais revenir là-dessus, mais tant qu'il y a aussi cette idéologie patriarcale, ce sera extrêmement difficile de lutter contre les mutilations génitales féminines et les violences faites aux femmes. Et le dernier point, là par lequel je vais terminer et montrer qu'il y a la persistance, c'est l'absence de volonté politique. Moi, je suis surpris. Quand on me dit qu'on veut lutter quelque chose, on me parle de loi, on me parle de projet, on me parle de signature. Mais les États africains ratifient, c'est tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, ils le ratifient. Une fois qu'ils ont ratifié, ils mettent simplement dans le coffre et c'est fini. Je suis très heureux de constater vraiment la prise de parole féminine dans l'espace public. Il faut vraiment qu'on tire Merci beaucoup, professeur Abdoulaye Dorosso. Alors, voilà ici encore un autre aspect par rapport à